Vérifier des faits, est-ce que c'est censuré? Dire qu'une affirmation est trompeuse et expliquer pourquoi, est-ce que c'est censuré? Étudier la désinformation, est-ce que ça, c'est censuré? Bienvenue au Détecteur de rumeurs, ici Ève Baudin. Alors, les questions que je viens de poser, elles peuvent sembler un peu bizarres dans le contexte surtout d'un balado là, qui s'intéresse à la vérification de faits puis aussi à la désinformation. Et pourtant, ce genre de raisonnement-là, on l'entend plus souvent et particulièrement aux États-Unis où des politiciens, des géants de la tech, des YouTubeurs semblent tout à fait normal d'amalgamer, dans le fond, la censure à la vérification de faits. Et puis, résultat, des gens qui ont à cœur de transmettre de l'information vérifiée, comme par exemple des journalistes, des profs d'université, des chercheurs ou bien des militants, en subissent les conséquences. On parle de tout ça aujourd'hui avec mon collègue Pascal Lapointe, qui est rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour, Pascal. Bonjour. Oui, alors, on est habitué quand même aux déclarations bizarres qui nous viennent de Washington depuis quelques temps, mais récemment, il y a 2 déclarations qui nous ont fait sourciller. Oui, je dirais même sursauter. Hein? Oui. Le 2 décembre, on apprenait que si quelqu'un déposait une demande de visa pour obtenir un emploi aux États-Unis, cette demande serait rejetée si la personne avait œuvré dans la lutte à la désinformation, dans la modération des contenus ou dans la vérification des faits, le fact-checking. Il y a même eu une interdiction d'entrée aux États-Unis pour 5 personnes quelques semaines plus tard. Oui, ça c'était donc la deuxième actualité. Le 23 décembre, Washington annonçait une interdiction d'entrée, un travel ban, comme ils disent, pour 5 Européens, un haut fonctionnaire et 4 chercheurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir contribué à la lutte contre les fausses nouvelles ou contre les discours haineux sur les plateformes de réseaux sociaux, ou bien ils ont dénoncé le manque de transparence de ces compagnies. Et là, je reviens sur la directive du 2 décembre qui a été dévoilée par des journalistes. Là, qu'est-ce que ça disait exactement? Alors, elle ordonne aux diplomates de vérifier les CV et les comptes LinkedIn de toute personne, tout candidat à un visa pour un emploi spécialisé aux États-Unis et de refuser, comme je disais, ceux qui ont travaillé autour de la lutte à la désinformation, autour de la modération des contenus sur les réseaux sociaux ou autour de la vérification des faits. Et dans les 3 cas, la directive assimile ces activités à de la censure. Mm-hmm. Et ce qui est particulier, c'est que cette directive-là, elle touche aussi les personnes qui accompagnent les gens qui veulent rentrer au pays, là. Absolument. Oui. Bon, alors, pour que ça soit clair là, pour tout le monde, la modération de contenu sur les réseaux sociaux, là, sur TikTok, Facebook, etc., là, c'est de retirer des contenus qui sont extrêmement problématiques, là. Par exemple, de la pornographie ou des contenus qui incitent à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Oui, puis depuis des années, ces plateformes se font taper sur les doigts pour leur laxisme avec leur politique de modération. Il y a eu quantité de reportages au fil des années et d'études scientifiques sur le fait que des contenus qui contreviennent clairement aux politiques de ces compagnies-là et qui ont été dûment signalés par des usagers peuvent pourtant mettre des mois avant d'être retirés quand ils sont retirés. Mm-hmm. Exactement. Puis selon la directive du 2 décembre, toujours, même le peu de modération qui se fait sur ces plateformes-là, qui sont, je le souligne, là, des directives qu'ils se sont données à l'interne. C'est des compagnies privées, là. Donc, même ça, c'est considéré comme de la censure. C'est ce qui est dit. Oui, bon. C'est sûr que comme journaliste, c'est préoccupant, cette situation-là. Puis, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qu'on doit clairement identifier, là, c'est que le fait qu'on fasse la vérification de faits, ça ne nous donne pas, dans le fond, autorité pour supprimer du contenu, là. Tout ce qu'on fait quand on vérifie des faits, c'est de démontrer que les propos tenus par telle ou telle personne sont faux. Puis on apporte des preuves de ça. Puis même quand on est des dizaines de médias à travers le monde à dire la même chose, par exemple sur les propos d'un politicien, on n'est pas en train de censurer cette personne-là. On n'est pas en train de retirer son message de l'espace public. Est-ce qu'eux vont identifier plus en détail ce lien-là qu'ils font entre le fact-checking et la censure? Plus en détail, non. Je ne sais pas maintenant si, à l'interne, ils ont réfléchi vraiment à la question. Ouais. Chose certaine, la directive n'est pas allée plus en profondeur que de dire que lutte à la désinformation et vérification des faits serait, je cite, de la censure ou de la tentative de censurer la libre expression aux États-Unis.
La directive élargit même son énumération des activités à, je cite, « d'autres activités que l'administration Trump considère comme de la censure ». Oui, donc c'est quand même assez flou, hein? Peut-être qu'ils entretiennent ce flou-là, puis en même temps aussi, on peut penser qu'ils se posent en juge et arbitre de ce que c'est la censure, puis ça, c'est problématique. Voilà. Pascal, peut-être que ça vaudrait la peine à ce point-ci de définir ce que c'est la censure. Oui, alors à la base, la censure, c'est lorsque des contenus sont interdits par une autorité, essentiellement une autorité politique. Des contenus, donc, ça peut désigner évidemment des propos, mais aussi des opinions et même des images. L'objectif, c'est d'empêcher que le public puisse accéder aux informations en question. Dans les pays où il y a un régime de censure clairement établi, comme la Chine ou la Russie, le pouvoir politique décide directement de ce qui peut ou non être publié. Il peut bloquer, supprimer ou sanctionner, et c'est évidemment la raison pour laquelle il n'y a pas de médias libres en Russie ou en Chine. Et c'est évidemment la raison aussi pour laquelle il est impossible en Russie d'avoir accès à des informations indépendantes sur la guerre en Ukraine. Ça peut aussi aller jusqu'à bloquer l'accès à une partie d'Internet ou aux réseaux sociaux. Mais ça, c'est dans des dictatures. Dans une démocratie, par contre, les limites sont définies par des lois votées en toute transparence au Parlement. Dans le cas d'Ottawa ou de Québec, le gouvernement ne peut pas simplement faire taire une opinion du jour au lendemain parce qu'elle le dérange. Au Canada, la liberté d'expression est même protégée par la Charte des droits et libertés. Oui, puis c'est ça, il faut une bonne raison là, pour censurer des contenus au Canada parce que, dans le fond, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est des limites à la liberté d'expression. Par exemple, quand un discours va tomber dans la diffamation, des menaces ou de incitation à la violence, sécurité nationale, bien sûr, protection des renseignements confidentiels classifiés et incitation à la haine. Oui, et même dans le cas de l'incitation à la haine, l'histoire des dernières décennies nous démontre qu'il est très difficile de condamner devant un tribunal une personne en matière de propos haineux. Maintenant, tout ce dont on vient de parler, c'est du pouvoir politique. Ben oui. Pourquoi je le souligne? À cause de toute la polémique entourant les fermetures de comptes par les réseaux sociaux. Quand Facebook et Twitter ont décidé, après l'insurrection à Washington de janvier 2021, de fermer le compte de Donald Trump, est-ce que c'était de la censure? Évidemment, les partisans de Trump ont dit que oui, mais en réalité, Facebook et Twitter, comme tous les grands réseaux sociaux, sont des compagnies privées. Ben c'est ça, c'est leur règlement interne. Voilà. Et il n'y a aucune loi dans un pays démocratique qui va obliger une compagnie privée à dire ou à ne pas dire des choses. Les compagnies privées ont toujours eu le pouvoir légal de décider de ce qu'elles publient ou ne publient pas, et on n'a jamais appelé ça de la censure. Puis en plus, c'est rare qu'elles suppriment des comptes, ces compagnies-là, ou encore qu'elles appliquent donc une censure sur certains propos. Ouais, il y a un laxisme qui leur a été reproché, comme on le disait tantôt. Absolument. Mais si la question se pose aujourd'hui, ben, c'est à cause du pouvoir immense qu'ont acquis les réseaux sociaux. Et ça pose des questions tout à fait légitimes sur le pouvoir d'influence que ça leur donne, par exemple sur les élections ou sur la santé publique, comme on l'a vu pendant la pandémie. Rappelons-nous que ces compagnies n'ont aucune obligation de transparence quand elles modifient leurs algorithmes, par exemple. Et les algorithmes, donc, qui vont déterminer qu'est-ce qui va apparaître en haut de nos fils d'information. Mais aussi puissantes qu'elles puissent être, elles ne contrôlent pas ce qu'on a le droit de dire dans une société. En 2021, si un partisan de Trump avait été mécontent que son compte ait été fermé sur Facebook, ben, il pouvait s'en aller sur un autre réseau social sur lequel Trump continuait à écrire. Ils vont en parler à la télé, etc. Donc, ben oui, c'est ça. Alors, si on en revient maintenant aux journalistes qui vérifient des faits ou aux chercheurs universitaires qui étudient la désinformation, ils n'ont évidemment aucun pouvoir, certainement pas le pouvoir qu'un État totalitaire de supprimer des propos parce qu'il les considère inconvenants. Pascal, c'est tellement absurde de penser qu'un journaliste qui fait de la vérification de faits fait de la censure, pour moi, là, que j'aimerais qu'on donne des exemples. Alors, en me référant au travail qu'on fait au détecteur de rumeurs depuis 10 ans, il y a 2 exemples absurdes qui me sont venus en tête. Le premier, les gens qui croient que la Terre est plate. Si un influenceur sur TikTok ou sur YouTube défend l'idée que la Terre est plate et qu'en réponse, des journalistes lui pointent des photos de la NASA, Ben à ce moment-là, je pense que cette personne-là va dire que la NASA cache la vérité parce que... Ouais. Mais par contre, il ne pourra pas dire qu'on est en train de le censurer. Même chose si on cite des physiciens qui expliquent les lois de la gravitation ou des astronomes qui expliquent pourquoi les planètes sont rondes et non pas plates. Ouais.
Bon, il pourra pas dire qu'on essaie de le censurer, Non, notre non. terre platiste. Oui, donc je comprends ce que tu veux dire, mais il faut peut-être le répéter là, que les journalistes qui font du fact-checking, que ce soit en politique ou en sciences, dans le fond, ils ne souhaitent pas museler la personne qui, par exemple, dit que la Terre est plate. Là. Mais quand même, on va pas laisser ces personnes-là dire n'importe quoi non plus. Il faut quand même rectifier les faits. Il faut aussi que la personne qui s'intéresserait à ce sujet-là puisse trouver la bonne information. Là. Parce qu'évidemment, tout le monde a droit à sa propre opinion. Le son, on le sait, mais pas à ses propres faits, comme on dit. Ouais. Alors, mon deuxième exemple absurde va dans le même sens que ce que tu viens de dire. Les pouvoirs soi-disant extraordinaires de la vitamine C. Ouais. Depuis des dizaines d'années, on lui a prêté toutes sortes de propriétés qui se sont chaque fois avérées fausses. Et ça continue. À la fin de 2025, le site américain spécialisé sur le cancer, OncoDaily, a classé l'affirmation selon laquelle la vitamine C guérirait le cancer parmi les 5 principales fausses nouvelles de 2025. Ah, j'en reviens pas que ça soit encore si vivant, cette nouvelle-là. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on appelle une croyance zombie. Oui, oui. Qui n'arrête pas de renaître. Exact. Alors ça, ce serait absurde de prétendre que de vérifier les faits sur la vitamine C, ce serait de la censure. Ce sont des informations de base sur la santé, des infos qui sont accessibles à tous et que les influenceurs qui ont relayé cette fausse nouvelle auraient dû eux-mêmes vérifier s'ils étaient des communicateurs responsables. Mais aussi, on sait que certaines personnes partagent ce genre de messages pour le profit. Mais encore là, on va pas laisser ces personnes-là, qu'elles sachent ou non qu'elles partagent la désinfo, dire n'importe quoi. Non, bien sûr, parce que ces messages-là peuvent avoir des conséquences, que ce soit sur la santé d'une Bien sûr. personne ou sur son porte-monnaie. Il y a certaines personnes à qui on a parlé du détecteur de rumeurs au fil des années qui s'imaginaient qu'en rectifiant les faits, on cherchait à convaincre une personne de changer d'idée. Bon, c'est possible que ça arrive de temps en temps, mais le rôle du journaliste n'a jamais été de faire changer quelqu'un d'idée. Le rôle est de vérifier des affirmations, les confronter aux données qui sont disponibles et exposer ce qui est vrai, ou ce qui est faux, ou ce qui est trompeur. Bref, on remet les faits au centre de la discussion. Oui, exactement. Là. Chacun a droit à ses propres opinions, en fait. Exactement. Donc, dire à quelqu'un qu'il a tort, c'est pas le censurer. Non. C'est ajouter une information dans la conversation en espérant que ça va petit à petit faire son chemin. Puis ce qui est important de dire, c'est que ce dont on parle en ce moment, ça touche pas juste des journalistes, ça touche aussi des professeurs d'université, des experts, des chercheurs aussi. Oui, alors imaginons qu'un influenceur avec des millions d'abonnés proclame qu'une recherche en santé aurait soi-disant découvert que la COVID était un complot ou que les vaccins auraient tué des millions de personnes. Et imaginons que cet influenceur-là, ça arrive souvent malheureusement, déforme ce que la recherche a vraiment dit. Ben, n'importe quel scientifique expert du domaine qui vulgarise ce que la recherche a vraiment dit ne commet pas de la censure. En plus, je lisais récemment dans le magazine médical américain Stat qu'un tel scientifique aurait l'obligation morale de répliquer. Et il se trouve que la même chose vaut lorsque le ministre de la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., qui est un anti-vaccin notoire, publie un rapport en 2025 qui fait dire à des scientifiques ce qu'ils n'ont jamais dit. Oui. Donc, corriger des erreurs, c'est pas de la censure non plus. Pascal, l'amalgame qu'on fait en ce moment aux États-Unis entre le fact-checking et la censure, ça semble quelque chose qui est calculé là, par l'administration. Probablement. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Ceux qui font ces amalgames n'y croient pas nécessairement. Et il y a 2 motivations qu'on peut isoler. Une motivation psychologique de la part de ceux qui savent que leurs affirmations reposent sur un château de cartes, ou bien qui savent que leur mouvement ou leur candidat politique racontent des mensonges beaucoup plus souvent que l'adversaire. Et puis, une motivation économique de la part des plateformes de réseaux sociaux. Pascal, tu disais, là, la motivation psychologique semble assez évidente. Là. C'est sûr que je vois bien que pour quelqu'un qui vend de la poudre de perlimpinpin, ça fait son affaire qu'on dise que, rectifier les faits et puis tout ce qu'on fait en vérification, c'est de la censure. Pour lui, c'est pour protéger son activité, en fait. Oui, c'est une forme de manipulation psychologique. Faire croire qu'une opinion et un fait, c'est la même chose, c'est aussi une stratégie qu'ils vont utiliser très souvent. Et malheureusement, c'est une stratégie qui fonctionne souvent
auprès d'une bonne partie du public. Oui, puis le YouTuber qui publie des vidéos après vidéos où il dénonce des complots, par exemple, en politique ou en santé, ben prétendre qu'on veut le censurer, ben ça lui apporte aussi un certain capital de sympathie, on pourrait dire. Oui, et ça, encore une fois, on l'a vu jusqu'à Washington. Pendant la première année du gouvernement Trump, son ministre de la Santé, Robert F. Kennedy, s'est pas contenté d'aller à l'encontre des faits sur les vaccins ou du discours des experts sur la santé publique. On l'a carrément entendu dénigrer la notion d'expertise. Dans une entrevue avec l'animateur Tucker Carlson en juin 2025, il disait qu'il ne faut pas faire confiance aux experts. On l'écoute. We need to stop trusting the experts, right? We were told at the beginning of COVID, don't look at any data yourself, don't do any investigation yourself, just trust the experts. And trusting the experts is not a feature of science. It's not a feature of democracy. It's a feature of religion, and it's a feature of totalitarianism. Alors, ce que disait Robert Kennedy, faire confiance aux experts, ce n'est pas une caractéristique de la science, ce n'est pas une caractéristique de la démocratie, c'est une caractéristique de la religion et du totalitarisme. Ben, c'est sûr que c'est inquiétant d'entendre ce genre de discours. En tout cas, moi, ça me désespère un petit peu, pour être honnête avec toi. Puis si je comprends bien sa logique, surtout, c'est qu'un expert qui dirait que non, ben la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde, ben ça serait du totalitarisme selon cette logique. Ouais. Et soyons bien clairs, en plus, Robert Kennedy n'a rien inventé. En 2017, un auteur américain, Tom Nichols, avait dénoncé ça dans un livre troublant appelé « La mort de l'expertise ». Il écrivait alors qu'on assistait à une montée en puissance d'une hostilité avouée envers l'expertise. Le problème, disait-il, c'est pas que nous soyons ignorants sur certains sujets importants. Le problème, c'est que plein de gens semblent maintenant fiers d'afficher leur ignorance. Et je le cite, « Pour beaucoup de gens aujourd'hui, rejeter l'avis des experts, c'est affirmer son autonomie. » On assiste, je le cite encore, au remplacement agressif de la vision des experts par l'insistance que toutes les opinions sur tous les sujets sont tout aussi valables. Oui, c'est ça. Puis évidemment, tout ça a été amplifié par les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il disait ça en 2017. Alors, inutile de dire que la pandémie, avec son épidémie de complotistes qui dénigrait les experts, ça ne l'a pas pris par surprise. Non, en effet. Donc, on a compris la motivation psychologique. Maintenant, qu'est-ce qu'en est de la motivation économique? Alors, pour les compagnies qui sont derrière les réseaux sociaux, je t'apprends rien, c'est une question de marge de profit. Elles ont toujours été opposées à toute forme de réglementation qui les obligerait à être plus vigilantes face à ce qu'elles publient. Probablement que le scénario du pire pour ces compagnies, ce serait une réglementation qui les rendrait responsables de ce qu'elles publient, de la même façon qu'un média peut être tenu responsable si, par exemple, par un reportage, il a diffamé quelqu'un ou s'il a diffusé des propos haineux. Oui, puis ça, j'aime ça qu'on le souligne parce qu'il y a bien des gens qui comprennent pas la distinction entre les réseaux sociaux et les médias. Là, comme tu viens de l'expliquer, la notion de responsabilité, en fait. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale, absolument. Puis, il faut le répéter encore une fois, la modération, ça déplaît aux plateformes. Ils suivent même pas leurs règles internes, en fait. Oui, puis donc, d'un point de vue strictement capitaliste, les actionnaires de ces plateformes vont considérer avec méfiance n'importe quel effort gouvernemental qui viserait à pointer du doigt leur responsabilité dans la diffusion de désinformation. Surtout de la désinformation dont on pourrait peut-être un jour prouver qu'elle a été dommageable pour la santé publique ou pour les élections. Il n'y a pas justement une réglementation dans ce sens en Europe? Bien, tout à fait. C'est le règlement sur les services numériques ou le Digital Services Act, le DSA. Et ça nous amène justement à un des 5 Européens qui était nommé dans la directive du 23 décembre, le Travel Ban dont on parlait tantôt. Le DSA, c'est un règlement donc de l'Union européenne qui a été adopté en 2022 et qui s'applique aux grandes plateformes depuis 2023. Un de ses buts, c'est de lutter contre les contenus illicites. Et ça passe par des efforts pour obliger les plateformes à plus de transparence. Thierry Breton, l'un des 5 Européens visés le 23 décembre par la directive du secrétariat d'État des États-Unis, est un ex-commissaire de l'Union européenne qui a contribué beaucoup à ce règlement-là. Et le plus récent fait d'armes de ce règlement, ça a été d'infliger au début de décembre 2025 une amende équivalent à 190 millions de dollars canadiens au réseau social X. C'est la première amende de l'histoire de ce règlement.
Bon, alors Elon Musk n'a pas dû être content de cette amende. Alors, non seulement pas content, mais il a crié à la censure. Ouais, le revoilà le mot censure, hein? Alors que la loi n'enlève pas de contenu. Elle ne dit pas d'enlever du contenu. Elle ne rend même pas illégal du contenu. La loi demande de la transparence, en particulier sur 3 choses. Premièrement, les pratiques publicitaires, afin qu'on puisse savoir, par exemple, pendant une campagne électorale, qui a payé pour les publicités politiques. Mhm. Deuxièmement, les fameux crochets bleus. Parce que, comme tu le sais, sur X... Ça a changé. Ben oui, ces crochets ne désignent plus, comme c'était le cas avant, le fait que le compte est vraiment associé à une vraie personne. Il suffit maintenant à n'importe qui de payer pour avoir un crochet bleu. Ouais. Alors, le règlement européen demande donc à la plateforme de rendre minimalement plus facile pour savoir qui est qui. Mhm. Et troisièmement, on aimerait que X permette à des chercheurs universitaires accrédités d'avoir accès à une partie des bases de données, comme c'était le cas avant l'achat de Twitter par Elon Musk. Tout ça, ce sont des demandes qui ont été faites à X en 2024-2025 et X a refusé de répondre, d'où l'amende qui lui a été infligée en décembre 2025. Mhm. Et l'accès à ces documents-là, c'est important pour justement faire de la recherche. Et cette transparence-là qu'on demande, c'est pas de la censure, évidemment. Non, d'autant plus que c'est pas juste Elon Musk qui a été ciblé. En 2025, la Commission européenne a publié les conclusions de 2 enquêtes sur Facebook et sur TikTok, alléguant que ces compagnies ne se conformaient pas aux attentes en matière de transparence et là aussi l'accès aux chercheurs et les pratiques publicitaires. Le 4 décembre 2025, la Commission annonçait avoir reçu de TikTok des engagements satisfaisants de transparence sur la publicité. Donc, c'est possible d'être plus transparent sans crier à la censure. Mhm. Pascal, parmi les 5 Européens qui ont été ciblés par la directive du 23 décembre 2025, il y avait Thierry Breton, ex-fonctionnaire de l'Union européenne, qui a contribué à cette réglementation sur le numérique dont tu viens tout juste de parler. On comprend pourquoi il a été ciblé, mais c'est qui les 4 autres personnes? Alors, les 4 autres Européens sont des chercheurs. L'un des 4 s'appelle Imran Ahmed. C'est un Britannique. Il dirige le Centre for Countering Digital Hate, le Centre pour contrer la haine en ligne, un organisme à but non lucratif. Et Imran Ahmed a lui aussi été dans la ligne de mire d'Elon Musk. Oui. OK, donc on voit que 2 personnes sur 5 ciblées par l'administration Trump ont eu des clashs avec Elon Musk. Est-ce que l'organisation dont tu viens de parler a critiqué le laxisme de X face au contenu haineux en ligne? Tout à fait. Cette organisation a publié ces dernières années des études sur la façon dont les contenus haineux se propagent en ligne et en particulier leur intensification sur X depuis la prise de contrôle par Musk en 2022. La compagnie X a même poursuivi en 2023 le centre pour une analyse qui montrait une hausse des propos haineux. Le juge a rejeté la poursuite en invoquant une loi anti-slap en vigueur en Californie. Juste pour préciser, une loi anti-slap, c'est une loi qui protège les individus et les organisations contre les poursuites judiciaires abusives qui visent à les faire taire. Dans le fond, c'est une loi anti-bâillon. Une loi anti-bâillon, en effet. Ouais. Mm. Alors, on pourrait évidemment critiquer autant qu'on veut le biais du Centre pour contrer la haine en ligne parce que Imran Ahmed ne s'est pas caché d'être un partisan d'une réglementation des plateformes. Parce que, je le cite, « elles ont un immense impact sur notre bien-être psychologique, nos familles, nos communautés, sur la science, la tolérance et l'intégrité de notre démocratie. » Fin de citation. Il écrivait ça dans l'introduction d'un rapport en 2023. Même si on devait s'entendre pour dire qu'il est à la fois militant et chercheur, ben c'est pas non plus de la censure du militantisme. Bien sûr que non. Et répétons-le, ni ces rapports, ni les travaux de quelques chercheurs que ce soit, ni les médias n'ont le pouvoir de censurer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Pas plus que les simples citoyens qui développent des habiletés pour repérer les pièges que leur tendent les désinformateurs. Pas plus que ceux qui, comme toi et moi, donnent des cours d'éducation à l'information. Le désir qu'ont plein de profs et de parents de stimuler l'esprit critique des jeunes pour leur éviter de tomber dans les pièges, ça n'a jamais été de la censure. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'il y en est des chercheurs qui sont ciblés par Washington? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Alors, les 3 autres chercheurs, il y a d'abord Claire Milford, une Britannique qui est à la tête du Global Disinformation Index, un organisme à but non lucratif qui lutte contre la désinformation en ligne et qui propose un système de notation de la crédibilité des sources d'information. En réplique au travel ban, dont elle a été l'objet donc en décembre, l'organisme a parlé d'une attaque contre la liberté d'expression digne d'un État autoritaire.
Et les deux autres, ciblés par le travel ban, sont les Allemandes Lena von Ondenberg et Joséphine Ballon. Elles sont co-directrices de Hate Aid, on pourrait traduire ça en français par aider contre la haine. C'est un organisme qui dénonce donc les propos haineux et qui fait la promotion des droits humains. Dans son communiqué du 23 décembre, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, avait justifié la décision de bannir des États-Unis ces 5 personnes en disant qu'elles avaient, je cite, « dirigé des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer et supprimer les points de vue américains auxquels ces personnes s'opposent. » Pascal, cette idée qu'il y a une forme de concertation pour faire de la censure au centre de laquelle seraient des chercheurs, ça nous rappelle les Twitter Files? Oui, ça c'est un épisode qui est familier à ceux qui, comme nous, suivent de très près les enjeux de la désinformation. Les Twitter Files, les dossiers Twitter, c'est une série de documents qui auraient soi-disant démontré une collusion entre le Parti démocrate aux États-Unis et des chercheurs universitaires pour censurer des messages sur Twitter en 2020 à l'approche des élections présidentielles, afin de nuire à Donald Trump. Au final, aucun des documents ne démontre quoi que ce soit du genre. Il y a eu une enquête des élus républicains au Congrès qui n'a jamais rien trouvé. Les dirigeants des grandes plateformes ont témoigné qu'ils n'avaient jamais été forcés de censurer à cause des demandes du gouvernement. Et là, on parlait de 2020 alors que Donald Trump était président des États-Unis. En effet, tu vois, c'est juste une parmi plusieurs incohérences dans le discours de ceux qui imaginent cette collusion anti-Trump. Pascal, avec tous les exemples que tu as donnés, je pense que ceux qui suivent les enjeux des informations depuis l'élection de Trump vont commencer à sentir que c'est pas des événements isolés, là, tout ça. Non, bien sûr que non. D'abord, on se rappelle tous comment, entre l'élection de Trump en novembre 2024 et son entrée au pouvoir en janvier 2025, certains des milliardaires de la techno se sont soudain ralliés à lui. On en a vu quelques-uns à côté de Trump le jour de l'inauguration. Et en ce qui concerne Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, qui chapeaute Facebook et Instagram, ce ralliement s'était manifesté par un geste qu'on a tendance à oublier quand on n'est pas dans le milieu journalistique. Le 7 janvier 2025, Mark Zuckerberg avait annoncé qu'il mettait fin aux États-Unis au programme de fact-checking, en vertu duquel Facebook payait des médias pour vérifier des messages qui étaient étiquetés comme douteux par des usagers de Facebook. Ce jour-là, Zuckerberg a justifié ça en prétendant, je cite, « restaurer la libre expression ». Donc, déjà là, en janvier 2025, on avait cette idée que la vérification des faits ce serait une sorte de censure, une lutte, un affront à la libre expression. Alors qu'aucun de ces médias n'avait jamais eu le pouvoir de faire retirer un message de Facebook. Non. Alors évidemment, le réseau international des médias voué à la vérification des faits a dénoncé cet amalgame qu'a fait Mark Zuckerberg. Dans une conférence, sa directrice a utilisé une jolie expression. Elle a dit que de parler de censure est mal caractériser ce qu'est le fact-checking. Nous sommes plutôt, je la cite, un peu comme des étiquettes nutritionnelles pour du contenu en ligne. J'aime beaucoup. Mais on peut penser aussi, là, on peut présumer en tout cas que Zuckerberg a peut-être dit ça pour plaire à l'administration Trump aussi, quand même. Voilà, ça s'inscrivait dans la logique de ces milliardaires qui se ralliaient à lui. Se rallient, exactement. Pour finir, 2025 a aussi été marqué par les attaques contre les universités. L'organisme PEN America, qui existe depuis 1922 et dont l'objectif est de sensibiliser à l'importance de la liberté d'expression, a qualifié les attaques contre les universités comme des attaques contre la liberté d'expression et la liberté académique. Donc ça aussi, là, il faut souligner. Oui, puis ça aussi, ces attaques aussi, elles ont utilisé le prétexte de la lutte contre la censure que pratiqueraient soi-disant les universités contre les républicains. Et donc, le nouveau gouvernement Trump a utilisé ce prétexte pour couper des fonds de recherche sur des sujets qu'il jugeait contraires à ses politiques. Comme on l'a vu au printemps 2025, des subventions étaient souvent coupées sur la seule base de mots-clés comme changement climatique, diversité, inclusion, COVID ou désinformation. Et même le mot « femme » a été interdit, hein? Donc, c'est un peu le monde à l'envers à ce point-ci. Est-ce que toutes ces attaques n'ont pas pour conséquence supplémentaire, disons, de mener à l'autocensure, par exemple, dans le milieu universitaire? Bien évidemment, on a toutes les raisons de le craindre. C'est évidemment difficile à démontrer parce que personne ne va oser le dire tout haut, mais des revues spécialisées comme Nature ou Science ont plusieurs fois
publié en 2025 des témoignages anonymes de profs d'université disant que dans leur prochaine demande de subvention, ils allaient éviter d'utiliser des mots que ne semble pas aimer la nouvelle Ben, administration. c'est évident, là. Oui, Sinon, pas de subvention. exact. Et dans le scénario du pire, plusieurs de ces professeurs d'université disaient même se sentir hésitants à l'idée de se prononcer sur la place publique sur des sujets jugés controversés. Mhm. Dans le fond, ça peut aussi entraîner un peu un climat de peur des organisations, des universités et même des médias, donc qui ne veulent pas déplaire à l'administration, peuvent peut-être s'auto-censurer, encore une fois. Je pense à l'exemple de la caricaturiste du Washington Post, dont une des caricatures a été refusée. Alors, pour mémoire, parce que plusieurs auditeurs l'ont sûrement vu, c'est la caricature qui montrait un groupe de gens très riches, dont un qui ressemblait beaucoup à Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, Ouais. qui était en train de se prosterner devant une statue de Donald Trump. Mhm, absolument. Bon, alors, le bilan de tout ça, là, de tout ce dont on vient de parler, c'est pas très réjouissant, évidemment. Non, en décembre 2025, dans le cadre d'un bilan de fin d'année, le journaliste Craig Silverman notait que toute cette stratégie des républicains d'étiqueter comme censure la modération des contenus et la vérification des faits, ça avait malheureusement été une stratégie très efficace. Mhm. Et Silverman, c'est un journaliste qui fait justement de la vérification de faits, qui s'intéresse à la désinformation depuis très longtemps, depuis 2010, avant même que le terme fake news soit popularisé en 2016 par Trump. Oui. Alors, dans ce bilan de fin d'année, à l'émission de radio On the Media, Silverman voyait lui aussi une motivation psychologique aux gestes posés par les dirigeants du numérique comme Mark Zuckerberg. Depuis l'élection de Trump, les plateformes ont pris conscience, je le cite, qu'elles devraient s'éloigner de la modération et de la vérification, peu importe qu'elles pensent ou non que c'est de la censure. Et j'ai une dernière citation en terminant qui nous vient d'un endroit inattendu quand on est dans un pays démocratique. La dénonciation de cette utilisation à toutes les sauces du mot censure, elle est venue du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains. En janvier 2025, il avait écrit que non, la modération des contenus sur les réseaux sociaux, c'est pas de la censure. La nommer ainsi conduit à, je cite, ignorer le fait que des espaces sans régulation signifient que certaines personnes sont réduites au silence, en particulier celles qui sont marginalisées ou intimidées. Ce communiqué-là, il avait été émis en réaction à la décision de Mark Zuckerberg de mettre fin au programme de vérification des faits en invoquant comme prétexte la censure. Mhm. Puis c'est important, ça aussi, de le souligner. Mais c'est vraiment un sujet très intéressant, tout ça. Je te remercie d'avoir expliqué les tenants et les aboutissants de tout ce qui touche à cet amalgame qu'on fait actuellement entre le fact-checking, la censure, la transparence, la censure, etc. La nécessité peut-être d'adopter aussi des pratiques plus transparentes. Parce que ça peut avoir des retombées bien, bien concrètes sur nous. Hein? Donc, on n'y pense pas souvent. Alors, merci Pascal d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si l'épisode vous a plu, bien, je vous invite évidemment à le partager. Le détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse soutenue par le Fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mon invité aujourd'hui, Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, à la réalisation Bruno Mercure, à l'animation et la production moi-même, Ève Baudin. Le balado est enregistré chez Réservoir Audio. À la prochaine.